Fondé le 3 juillet 1608 par Samuel de Champlain, Québec a des débuts qu'on peut qualifier de très modestes. Dans la relation de ce qui s'est passé en la Nouvelle-France en l'année 1636, le jésuite Paul le Jeune écrira que dans les années 1620, Québec n'était qu'un je cite, un petit coin caché au bout du monde où on ne voyait que quelques masures et quelques petits nombres d'Européens. Il est vrai que durant l'hiver 1627-1628, la population ne compte que 72 personnes. Informée de quelques bâtiments et comptant peu de familles, Québec n'est qu'un comptoir de traite qui dépend des autochtones pour les fourrures et de la France pour ses vivres. De plus, la colonie est divisée et donc fragilisée face à la menace grandissante des Anglais qui finissent par s'en emparer en 1629. Et ce n'est qu'après sa restitution à la France en 1632 que Québec peut connaître un essor plus vigoureux, mais Champlain a à peine le temps de le voir puisqu'il meurt en 1635. Le cœur de la colonie est la pointe de Québec, ici, c'est-à-dire le site de l'actuelle place Royale dans la Basse-Ville. C'est là que Champlain fait construire une habitation pendant l'été 1608. Alors, il connaît l'endroit parce qu'il l'a déjà repéré le 22 juin 1603, lors de sa première remontée du Saint-Laurent. Et il apprécie cet endroit car le fleuve s'y rétrécit. Quelques canons empêcheront aisément les trafiquants européens de remonter le fleuve et permettront de réserver à la compagnie de Dugas de Mons, pour laquelle travaille Champlain, les fourrures qu'acheminent les Algonquins depuis la région des Grands Lacs. Ces canons, ils protégeront aussi les montagnais contre des incursions iroquoises. Champlain, il veut inciter ses alliés autochtones, les Algonquins et les montagnais, à venir à Québec plutôt qu'à Tadoussac pour échanger des fourrures contre des marchandises européennes. De plus, la falaise du Cap des Hermans protège efficacement contre les vents dominants du nord-ouest. L'eau douce y est abondante en raison des sources qui dévalent le promontoire. La terre est fertile, elle est riche en humus formé sur les débris schisteux du Cap Diamant et le bois de construction peut être fourni en quantité par les noyers qui occupent la pointe. La construction d'une habitation ici est entreprise dès le 3 juillet 1608, dès l'arrivée de Champlain et de ses hommes, à l'emplacement de l'actuelle église Notre-Dame des Victoires et de ses abords du côté du Saint-Laurent. Alors, sur des fondations maçonnées peu profondes, le premier bâtiment qui est élevé est le magasin qui dispose, donc le magasin est ici, un magasin qui dispose d'une cave pour mettre à l'abri les vivres et les fourrures. Alors cette représentation de la première habitation de Québec, elle est extraite du deuxième livre de Champlain, du deuxième livre imprimé, ses voyages, donc qui sont datés de 1613. Alors, en dehors du magasin, on voit à côté trois corps de logis à deux niveaux. Alors, Champlain habite au rez-de-chaussée du corps de logis qui se trouve près de la porte d'entrée, ici, près de la porte d'entrée de l'habitation. Vous voyez, Champlain, il a une fenêtre qui donne sur le Saint-Laurent. Il a une très belle vue. Et les ouvriers, des ouvriers sont ses voisins au premier étage de ce corps de logis. Alors, un deuxième corps de logis sert à la fois de logement pour le personnel et d'entrepôt pour les armes. Et quant au troisième corps de logis, qui est situé ici, entre les deux autres, des ouvriers y logent et on y trouve la forge et peut-être au rez-de-chaussée la cuisine de l'habitation. Alors sur cette seule représentation de l'habitation de Québec que l'on possède, on peut voir un colombier au centre de la cour fermée par un mur qui relie le magasin au corps de logis. Alors, est-ce que ce colombier a réellement existé? Ça, on peut en douter. Alors, l'habitation est construite en charpente de bois
Comme on a l'habitude de le faire à l'époque en Normandie, il y a un ourdi de torchis qui est fait de terre argileuse, mêlée de paille et de petits cailloux, ou même de pièces de bois posées horizontalement. Le tout étant ensuite recouvert de planches verticales. Des planches, on en trouve certainement d'autres posées horizontalement sur les grosses charpentes qui constituent les combles. Les planchers des rez-de-chaussée et des étages sont quant à eux faits de madriers. Alors, il y a aussi des cheminées qui sont construites avec des briques importées de France. Alors, cette première habitation de Québec est une forteresse. Les bâtiments, ils sont reliés entre eux au premier étage par une galerie qui sert au guet, et le tout est entouré d'un fossé, et on peut voir que même que la porte d'entrée de l'habitation, eh bien, est dotée d'un pont-levis. Alors, des canons se pointés vers le fleuve sont placés sur des plateformes en tenaille et sur un bastion. Et il y a enfin une palissade de pieux les sources nous disent, qui est terminée en 1610. Alors, ces constructions se dégradent vite. Aussi, Champlain fait-il construire en pierre une nouvelle habitation à l'emplacement de l'ancienne dès le 1er mai 1624. Alors, Champlain est absent de Québec d'août 1624 à juillet 1626, mais lorsqu'il est de retour, la bâtisse n'est pas encore tout à fait terminée. Bon, elle est en forme de U, et pourvue d'une tourelle à chaque coin de la façade. Alors, la maçonnerie est principalement constituée de schiste du Cap Diamant, les planchers sont en pin blanc et le toit est aussi de bois. Et le vieux magasin de 1608, qui a été remplacé par un autre construit en pierre de 1614 à 1621, est conservé et il constitue l'aile sud de la seconde habitation. Donc, on l'a ici. Alors ça, c'est une maquette qui a été réalisée par Michel Bergeron et qui est aujourd'hui conservée au musée de la civilisation. Alors, elle est très utile, cette maquette, parce qu'elle permet de bien visualiser ce qu'était Québec au temps de Champlain. Alors, en dehors des premières et deuxièmes habitations, il y a sur la pointe de Québec d'autres constructions. Par exemple, de l'arrivée des premiers missionnaires récollets à Québec en 1615, date un bâtiment que l'on peut voir ici, qui servait aux récollets à la fois de chapelle et de logement. Puis, plus tard, en 1619, a été édifiée à l'écart de l'habitation pour éviter les incendies, une maison, avec une forge et un four pour le serrurier et le boulanger. Alors, au sommet de la falaise du Cap Diamant, donc tout près de là où se trouve aujourd'hui l'hôtel Frontenac, eh bien, Champlain a fait construire le fort Saint-Louis. Et alors, à partir de 1620, alors ce fort Saint-Louis, il occupe un endroit stratégique qui permet de commander le fleuve et d'empêcher une attaque à revers de l'habitation. Alors, il s'agit d'un fortin en bois entouré d'une palissade plantée sur le rebord rocheux du sommet de la falaise. Alors, il n'est pas encore achevé en 1626, mais à ce moment-là, il apparaît déjà inadapté à l'augmentation de la population de Québec, qui compte alors une soixantaine de personnes. Champlain le fait donc transformer. Et ce fort Saint-Louis se retrouve doté d'une double enceinte faite de bois et de fascines. Et dans le retranchement intérieur, il y a 3 corps de logis. Donc, on les voit bien ici, qui sont disposés en U autour d'une cour. Et le principal corps de logis est au bord de la falaise et sert de résidence à Champlain. Et au fond, là-bas, en bas, vous voyez donc la seconde habitation de Québec. Alors, pas très loin de là, sur ce qui deviendra le site du séminaire de Québec, sont installés depuis leur arrivée en 1617 Louis Hébert, son épouse Marie Rollet et leurs 3 enfants, Anne, Guillemette et Guillaume. Alors, leur première maison a été construite dans l'actuelle cour des Petits du séminaire. Vous voyez, son emplacement est marqué ici sur le sol de la cour des Petits du séminaire. Alors, de forme carrée, cette maison, cette première maison, eh bien, elle est constituée d'une pièce unique avec cheminée et plancher.
Alors, ce site a été fouillé par les archéologues et sur des fondations de pierre et de mortier, on peut se rendre compte qu'ont été assemblés des colombages avec un remplissage d'ourdis composé de mortier et de foin ou de paille. Et à proximité se trouvent des bâtiments utilitaires. Alors, après le premier mariage de Guillemette Hébert avec le charpentier Guillaume Couillard en 1621, Louis Hébert a laissé sa maison au jeune couple, donc à sa fille Guillemette et à son gendre Guillaume Couillard, et lui-même, Louis Hébert, est allé en occuper une autre maison située en contrebas, donc ici sur ce plan, hein, près dans ce qui est aujourd'hui le stationnement qui longe la rue des Remparts. Et cette maison a été construite en 1620. Elle est vraisemblablement en 1620. Elle est en pierre et elle dispose d'un colombier circulaire. Hein, le site a aussi été fouillé en partie par les archéologues. Alors, l'autre site occupé par les Français se trouve au bord de donc ici, vous voyez, la deuxième maison de Louis Hébert se trouvait vraisemblablement à cet emplacement-là. Alors, l'autre site occupé par les Français se trouve au bord de la rivière Saint-Charles, donc précisément ici, et c'est sur des terres, là il y avait des terres qui avaient été défrichées par Louis Hébert, et ce site aujourd'hui est occupé par l'actuel hôpital général. Alors là, les Récollets ont édifié un corps de logis de juin 1620 à mai 1621. C'est le premier couvent des Récollets, et il est fait d'un assemblage de poutres, hein, dont ça c'est une vue de l'hôpital général, et on a retrouvé justement dans derrière donc derrière c'est dans la sacristie de l'actuelle église de l'hôpital général, et bien on a retrouvé des restes de ce premier couvent des Récollets. On se rend compte qu'il a été fait d'un assemblage de poutres dont les vides ont été remplis de pierre. Alors, ce corps de logis, ce premier couvent des Récollets, il est composé d'un rez-de-chaussée, occupé par une chapelle et une cuisine, et d'un étage où se trouve une infirmerie et des chambres dotées de cheminées. Alors, ce n'est pas le seul édifice religieux des rives de la rivière Saint-Charles, puisqu'à proximité du confluent de la rivière Saint-Charles et du Loiret, les jésuites qui étaient arrivés à Québec en 1625, qui avaient été logés par les Récollets durant leur premier hiver canadien, les jésuites ont fait construire là leur propre couvent au printemps 1626. Alors, il s'agit d'une maison de plein pied composée d'une chapelle, d'un réfectoire, d'une cuisine et de chambres, avec un grenier très bas. Et cette maison, elle est faite de grosses pièces de bois posées verticalement et revêtues de planches et de petites lattes sur lesquelles les ouvriers ont bousillé avec un mélange de terre détrempée et de paille. Alors, à proximité de cette maison se dresse un second bâtiment servant de logement pour les ouvriers des jésuites. Alors ça, c'est ce que nous disent les textes écrits par les jésuites. Il y a des fouilles archéologiques qui ont été faites dans cet endroit, mais pour l'instant, les archéologues n'ont encore retrouvé aucun vestige de ce premier couvent des jésuites à Québec. Alors, que ce soit dans et autour de l'habitation, dans le fort Saint-Louis, chez les Hébert ou dans les couvents des Récollets et des Jésuites, le nombre d'habitants est toujours très faible, hein, de 1608 à 1629. Durant le premier hiver, celui de 1608-1609, il y a 28 personnes, mais 20 sont morts de la dysenterie ou du scorbut. Et lors des 2 hivers suivants, le nombre d'habitants est passé de 16 à 17. Puis, il est impossible de le déterminer avec précision. Ce n'est qu'à partir de l'hiver 1617
1618 que l'on peut l'estimer à une cinquantaine de personnes. Un Champlain et les Récollets ont beau s'efforcer de faire venir des colons, ils sortent quand même au manque de moyens et de volonté des compagnies commerciales qui font vivre la colonie. Ces compagnies sont successivement celles de Condé, de 1613 à 1620, de Ken, de 1620 à 1627, et des 100 associés à partir de 1627. Alors, un tableau de la répartition de la population peut être dressé pour l'hiver 1627-1628. Alors, je vous le livre. Il y a alors en tout 72 colons à Québec. 55 dépendent de l'habitation pour leur subsistance. 6 sont dans l'enclos Hébert, donc Louis et Anne Hébert étant décédés, Marie Rollet vit avec son fils Guillaume, sa fille Guillemette, son gendre Guillaume Couillard et les 2 jeunes enfants de ceux-ci, Louise et Marguerite, et donc les enfants de Guillemette et de Guillaume Couillard. Et 3 personnes sont dans le couvent des Récollets. Alors il s'agit du père Joseph Le Caron et des frères Charles Langoissieux et Gervais Mouillet, tandis que 8 personnes vivent dans celui des Jésuites. Alors il y a parmi eux les pères Edmond Massé et Anne Denoux, et un frère qui n'a pas été identifié. Alors ce chiffre total de 72 personnes est dérisoire, comparé aux habitants qui sont dans les colonies voisines. Par exemple, en Virginie, on estime qu'il y avait à peu près à la même époque 2000 personnes. Et dans la colonie hollandaise de la Nouvelle-Néerlande, on estime qu'il y avait à peu près à l'époque de 200 personnes. Donc vous voyez, le chiffre de la population de Québec est assez dérisoire. Alors, la plupart des habitants de Québec sont des hommes jeunes, désengagés, des engagés qui sont généralement pour une période de 2 ans. Alors, ils sont au service de la compagnie commerciale qui finance la colonie, ou au service des Récollets ou des Jésuites. Dans ce cas, on les appelle des donnés. Les premiers donnés, ce sont 3 jeunes hommes qui apparaissent en 1619. Et les familles, quant à elles, sont très peu nombreuses. Marguerite Vienne est la première femme européenne arrivée à Québec. Elle est venue au printemps 1616 en compagnie de son mari, dont le nom ne nous est pas connu. Mais cette femme, donc Marguerite Vienne, elle est tombée malade peu de temps après et elle est décédée le 19 juillet 1616. La première véritable famille est celle de Louis Hébert et de Marie Rollet. Elle est venue de Paris en 1617. Leur fille Anne a épousé le Normand Étienne Jonquet au début de l'été 1618, mais Anne est morte en couche dès 1619. Et son enfant, qui est le premier-né d'une Européenne à Québec, ne lui a guère survécu. En 1619 sont arrivés 2 couples que Champlain préférera expulser 2 ans plus tard parce qu'ils n'auront pas suffisamment défriché leurs terres, c'était trop paresseux. Et 2 autres couples viennent de Normandie et vont occuper une place importante dans la colonie. Alors, il s'agit d'Abraham Martin, surnommé l'Écossais, alors probablement parce qu'il vivait rue d'Écosse à Dieppe, en Normandie, et de sa femme, Marguerite Langlois, mais aussi de son beau-frère et de sa belle-sœur, Pierre Desportes et Françoise Langlois. Et en 1620, Françoise Langlois a mis au monde Hélène Desportes, qui est le premier enfant né viable à Québec. Alors, l'épouse de Champlain, Hélène Boulet, à ce moment-là, elle est tout juste arrivée dans la colonie. Elle devient la marraine du bébé, mais bon, elle rentre en France en 1624. Alors, entre-temps, le 26 août 1621, Guillemette Hébert a épousé le charpentier breton Guillaume Couillard, dont j'ai eu l'occasion de vous parler, et vers 1623 sont arrivés Nicolas Pivert, sa femme Marguerite Lesage et peut-être leur jeune nièce. Alors, cette dernière famille va s'installer dans la ferme du Cap Tourmente que Champlain fait édifier pendant l'été 1626. Alors, en choisissant la pointe de Québec pour y construire une habitation, Champlain a cherché à attirer là les montagnais pour la traite des fourrures. Alors, les montagnais sont des partenaires importants des Français qui ont l'habitude de les rencontrer à Tadoussac depuis avant 1550. Et avec des marchandises européennes, les montagnais remontent le Saguenay à partir de Tadoussac et obtiennent de leurs partenaires Cris, qui sont au nord du lac Saint-Jean, des pelleteries qui proviennent de la baie d'Hudson. Alors, les montagnais obtiennent aussi de la région des Grands Lacs des fourrures par l'intermédiaire de leurs alliés algonquins, et qui vivent en amont de Trois-Rivières.
Et Pierre Chauvin, sieur de Tonnetuy, a conclu une alliance avec les montagnais pendant l'été 1600 en construisant une habitation que l'on voit ici. Alors ça, c'est une représentation du port de Tadoussac par Champlain, et c'est une représentation qui a été publiée dans ses voyages datés de 1613. Alors, Pierre Chauvin de Tonnetuy donc, a conclu une alliance avec les montagnais en construisant une habitation à Tadoussac. Bon, cette habitation a dû être abandonnée avant la fin de l'hiver 1600-1601, mais la bonne entente franco-montagnaise a été maintenue, alors tant bien que mal, jusqu'à l'installation de Champlain et de ses hommes à Québec en 1608. Alors, les montagnais apportent des fourrures aux Français, mais les Français doivent se montrer généreux à l'égard des montagnais. Alors généreux en marchandises européennes, mais aussi en aide alimentaire et en soutien militaire. Alors ça, Champlain l'a très bien compris. Il a aidé les montagnais en plein hiver 1608-1609, lorsqu'un groupe de montagnais affamés est arrivé devant l'habitation de Québec. Alors Champlain leur a distribué du pain et des fèves. Et il a aussi aidé les montagnais par la suite, pendant plusieurs nuits, lorsque ces autochtones craignaient d'être attaqués par des Iroquois durant leur sommeil. À chaque fois, Champlain a ouvert les portes de l'habitation de Québec aux femmes et aux enfants, tandis que quelques Français armés allaient accompagner les guerriers montagnais pour débusquer les éventuels ennemis qui, en fait, n'étaient pas présents. Alors, à deux reprises, Champlain a aussi accompagné des montagnais lors de leurs expéditions guerrières en pays iroquois. Le 30 juillet 1609 et le 19 juin 1610, Champlain a permis à ses alliés montagnais de remporter des victoires respectives sur les Iroquois, respectivement au sud du lac Champlain, à la pointe de Ticonderoga, donc ça c'est le 30 juillet 1609, et près de l'embouchure de la rivière Richelieu, alors ça c'était le 19 juin 1610. Alors tout ça, ça n'a pas empêché l'entente franco-montagnaise de connaître des crises. La cause la plus importante de ces crises, c'est le monopole de la traite des fourrures qui existe dans la vallée du Saint-Laurent en 1608 et 1609, et puis aussi de 1612 à 1629. À ce moment-là, à cause de ce monopole, les commis de la compagnie qui est propriétaire de l'habitation de Québec, eh bien, ces commis sont des partenaires obligés des montagnais. Et les montagnais ne peuvent pas jouer de la concurrence entre les traitants pour obtenir des produits européens au meilleur prix. Alors ça génère des crises importantes. Alors à cela, il faut ajouter des querelles personnelles. Par exemple, au printemps 1617, deux Français de l'habitation de Québec qui étaient partis pour chasser ont été tués par deux montagnais. Alors, un des deux agresseurs avait été battu par une des victimes quelques jours plus tôt. Alors, les deux corps des Français ont été ligotés, attachés à des pierres et jetés dans le Saint-Laurent. Et ces corps n'ont été découverts qu'un an plus tard. Alors, les Français se sont alors retranchés derrière la palissade de l'habitation de Québec. Ils craignaient quand même une attaque des montagnais. Mais bon, les montagnais ont fui par crainte des représailles. Ils ont réuni 800 guerriers pour attaquer les Français, et je cite Champlain, et leur couper à tous la gorge. Et ça, c'est une citation, c'est pas une citation de Champlain, c'est une citation de Sagard. Mais il y a finalement eu des négociations. Et Champlain a préféré composer et les meurtriers sont restés impunis. En octobre 1627, deuxième crise importante, deux Français de l'habitation qui conduisaient du bétail du Cap Tourmente à Québec ont été assassinés par un montagnais à cause d'un morceau de pain refusé par les Français. Mais cette fois-ci encore, Champlain a renoncé à faire exécuter le meurtrier afin de ne pas déclencher une guerre. Et une fois de plus, il a préféré composer. Donc les Français sont obligés de s'adapter à leur environnement laurentien. Alors bon, le froid de l'hiver, c'est pas le problème le plus important pour résister au froid. Vous savez bien, il suffit d'être bien vêtu et les colons le sont, ils sont bien vêtus. Bon, ils chauffent aussi aisément leur logement, le bois à Québec est suffisamment abondant. Le plus délicat est, pendant la saison hivernale, de disposer d'une nourriture abondante, saine et équilibrée.
Et les colons l'ont durement expérimenté durant le premier hiver, celui de 1608-1609. Sur les 28 hivernants, 20 sont morts, 7 de dysenterie pour avoir mangé des anguilles mal fumées et 13 du scorbut, c'est-à-dire d'une carence en vitamine C. Alors, la colonie de Québec fait venir de France ses farines, ses fruits, son vinaigre, son porc salé, ses galettes, ses biscuits, ses pruneaux, sa morue salée, son cidre, son vin et son beurre. Alors, les hivers sont des périodes de rationnement alimentaire et inutile de vous dire qu'au printemps, les cargaisons de ravitaillement sont attendues, qui viennent de France, sont attendues avec impatience. Alors, la chasse est une activité qui est indispensable. Alors, le castor est l'animal le plus chassé et le plus consommé. L'orignal est aussi d'un secours très précieux en hiver, mais il y a aussi à la belle saison les oiseaux sauvages. Alors ceux-ci sont chassés en grand nombre à l'embouchure de la rivière Saint-Charles, à marée basse et au Cap Tourmente. Alors on y trouve abondamment des canards, des cygnes, des perdrix, des tourtes, des bécassines et des pluviers. Et ainsi, par exemple, à l'occasion du baptême du jeune montagnais Naneo Gawashit à Québec, un festin a été organisé par Marie Roulet chez elle pour les autochtones, tandis que Champlain, lui, partageait un repas dans l'habitation avec le baptisé, les religieux et les chefs indigènes. Une expédition a été organisée auparavant pour rapporter du gibier. Elle est revenue du Cap Tourmente avec 56 outardes, 30 canards et 20 sarcelles. Et les participants au festin de Marie Rollet et au repas de Champlain se sont régalés. Alors la pêche est aussi une autre activité indispensable. Alors bon, la pêche, elle est très facile car la rivière Saint-Charles et Saint-Laurent sont riches en poissons. On peut y capturer des anguilles, des esturgeons, des barbus et des barbottes. Et puis il y a aussi des moules d'eau, d'ailleurs des moules d'eau douce qui sont également ramassées. Enfin, il y a aussi, il ne faut pas les oublier, les ressources procurées par les jardins. Alors ça, c'est un extrait c'est un détail de la carte de Québec publiée dans les voyages de 1613 de Champlain, et on voit donc des filets posés en travers de l'estuaire de la rivière, de la confluence de la rivière Saint-Charles, et on voit à droite, là, on voit un Français qui est en train de chasser et qui est avec une arquebuse qui est en train de chasser des oiseaux. Alors, il y a aussi, bien sûr, les ressources qui sont procurées par les jardins. Alors, les jardins de l'habitation de Québec, on peut les voir ici. Champlain a fait aménager des jardins près de l'habitation de Québec dès 1608. Alors, il y a pas, Champlain il adorait jardiner, mais il y a un concurrent sérieux à Québec, c'est Louis Hébert. Louis Hébert, il restera aussi très célèbre pour ses activités de jardinier à Québec. Alors, Louis Hébert, il défriche et cultive son enclos, donc situé donc sur l'actuelle suite du séminaire de Québec, mais il défriche aussi des terres sur la rive de la rivière Saint-Charles, terres qui seront occupées plus tard par les Récollets. Alors le mérite de Louis Hébert est grand, car il ne dispose pas de charrue. Il ne faut pas oublier que la première charrue, elle n'arrive qu'en 1628 et elle ne peut être utilisée que par son successeur dans l'enclos Hébert, son successeur qui est son gendre, Guillaume Couillard. On cultive dans ces jardins de Québec du blé et du seigle, avec lesquels on fait du pain, qui est l'aliment de base des colons, mais aussi des pois qui sont mangés frais ou réduits en farine, et du maïs appelé blé d'Inde, qui est consommé à la mode indigène, c'est-à-dire pilé et bouilli avec du poisson ou sous la forme d'une bouillie de farine. Alors les petits fruits sauvages sont aussi très utiles. Ce sont de très utiles compléments alimentaires qui peuvent protéger efficacement contre le scorbut. Alors il s'agit des framboises, des fraises et des groseilles que Champlain apprécie d'ailleurs tout particulièrement. Mais aussi des vignes indigènes que Champlain fait planter près de l'habitation dès 1608. Alors plus tard, en 1615, ce sont des pommiers de Normandie qui sont arrivés à Québec et que Champlain a fait planter. Les premiers de Normandie qui étaient envoyés par Pierre Dugas de Mons. Alors, l'élevage
est également pratiqué par les colons. Le porc est privilégié, hein, parce qu'il est facile à élever, mais il y a aussi des bovins, des moutons, des poules et des pigeons. Et à partir de 1623, du foin est coupé sur les prairies du Cap Tourmente et transporté à Québec dans des barques. Mais bon, ça nécessite trop de manœuvres et Champlain fait donc construire en 1626 une ferme au Cap Tourmente pour y élever du bétail. Alors, bon, l'harmonie ne règne pas toujours, hein, au sein de la Compagnie de Québec, hein. Champlain peut d'ailleurs le constater peu de temps après son installation. En effet, durant l'été 1608, il est confronté à un complot qui vise à l'éliminer et à livrer l'habitation aux Basques. Alors, Champlain échappe au pire grâce à un des comploteurs qui préfère lui révéler la menace pesant sur lui. Alors, les 4 responsables du complot sont arrêtés et jugé, mais seul le serrurier Jean Duval, l'âme du complot, est condamné et exécuté. Il est pendu, décapité, et sa tête est mise au bout d'une pique et plantée au lieu le plus élevé de l'habitation. Alors, ce Jean Duval, il a été convaincu d'organiser ce complot contre Champlain par un Basque originaire de Cibourg qui commande un navire alors présent à Tadoussac pour la pêche et la traite des fourrures. Ses employeurs sont des marchands rochelais opposés au monopole commercial détenu par la compagnie de Dugas de Mons. Et Jean Duval a pu facilement recruter des complices parmi les colons. Il ne faut pas oublier que les débuts ont été durs, les débuts de Québec. Champlain a imposé à ses hommes un travail dur, hein, pendant l'été 1608, et en plus, il a rationné leur nourriture, et ça a été très peu apprécié. Alors, par la suite, il y a de fortes tensions entre Champlain et les compagnies commerciales, hein, qui possèdent successivement l'habitation de Québec. À partir de 1616, Champlain s'efforce de convaincre la compagnie du prince de Condé d'investir dans un envoi massif de colons et de missionnaires. Mais les associés refusent, hein, en raison des pertes que leur fait subir la contrebande de traitants originaires de La Rochelle et de Saint-Malo. Alors le conflit devient tel qu'en mars 1619, les associés s'opposent à l'embarquement de Champlain pour Québec. Champlain est obligé de faire intervenir le duc de Montmorency, qui d'entre-temps est devenu le nouveau lieutenant général dans la Nouvelle-France, et celui-ci, le duc de Montmorency, lui donne l'ordre de se fortifier à Québec pour s'imposer auprès des marchands. Alors c'est ce que fait Champlain durant l'été et l'automne 1620, en supervisant la construction du fort Saint-Louis, hein, et sur la falaise. Et depuis le sommet de la falaise du Cap Diamant, Champlain peut ainsi menacer l'habitation de Québec et se trouve en contrebas, et tout particulièrement le magasin, qui est le coffre-fort de la colonie. Alors François Gravé, commis de la compagnie de Condé, et le sous-commis Romier, à ce moment-là, ils ont préféré rentrer en France. Alors Champlain est l'homme fort de la colonie pendant l'hiver 1620-1621, mais le monopole de la traite des fourrures est retiré à la compagnie du prince de Condé et attribué à celle de Caen, qui est soutenue par le duc de Montmorency. Alors Champlain doit composer avec le capitaine Guillaume de Caen, qui vient ravitailler Québec chaque printemps. Ainsi, le 31 juillet 1623, Guillaume de Caen oblige Champlain à pardonner aux montagnais responsables de l'assassinat de 2 Français en 1617. Et Champlain est également contraint de composer avec François Gravé, commis de la compagnie de Caen. Alors, Champlain et François Gravé passent tous les deux l'hiver 1622-1623, et ils demeurent encore ensemble du printemps 1626 à septembre 1629. Bon, alors heureusement, les deux hommes s'apprécient, hein, François Gravé et Champlain, ils se connaissent depuis 1603. Champlain témoigne à Gravé d'un respect presque filial, il le dit lui-même, et de plus, des crises de goutte particulièrement douloureuses frappent François Gravé, et le laisse souvent cloué dans son lit. Donc finalement, son rôle est assez limité, et à ce moment-là, c'est quand même Champlain le patron à Québec. Alors d'autres tensions existent entre Champlain et les religieux qui sont présents dans la colonie. Alors les Récollets, ils sont là ils sont à Québec depuis 1615. Bon, les jésuites, eux, ils arriveront seulement en 1625. Alors, il ne faut pas oublier que quand même, tous ces religieux ont des solides soutiens à la cour, et Champlain doit en tenir compte.
Alors, ce n'est pas toujours facile, car les religieux se montrent très entreprenants. Ainsi, à propos des Récollets, hein, durant l'été 1621, les Récollets chargent l'un des leurs, le père Georges le Baillif, d'aller présenter au roi Louis XIII un cahier de doléances rédigé par les principaux habitants de la colonie. Une fois en France, le père le Baillif engage des démarches à la cour. Il rédige une plainte de la Nouvelle-France, dite Canada, à la France Saint-Germaine, où il attaque durement Guillaume de Quesne et ses associés. Et n'hésite pas aussi à fabriquer de fausses lettres de Champlain et d'autres personnes de Québec pour les présenter à Louis XIII. Mais Louis XIII est averti des excès du père le Baillif. Aussi, le 15 juillet 1622, lorsque Guillaume de Quesne arrive à Québec, il révèle les agissements du père le Baillif et ceux-ci sont l'objet de protestations de la part de Champlain qui s'estime trahi par le Récollet. Alors, les relations de Champlain avec les jésuites sont guère plus faciles. Lorsque le 25 août 1626, le père Noiraud est chargé par le supérieur des jésuites de Québec, le père Lallemand, de rentrer en France pour faire bénéficier la Nouvelle-France d'un régime affranchi de la domination des marchands et de la compagnie de Quesne, Champlain n'est même pas averti. Et il n'est même pas plus informé lorsque, convaincu par le père Noiraud, le cardinal de Richelieu crée la Compagnie des 100 associés en remplacement de celle de Quesne le 29 avril 1627. Les nouveaux associés s'engagent pourtant à envoyer de nombreux colons au Canada en échange de toute la Nouvelle-France et de l'exclusivité du commerce. De toute façon, le 29 juillet 1627, une guerre entre la France et l'Angleterre éclate à cause du débarquement des troupes de Buckingham sur l'île de Ré pour venir en aide aux Rochelais qui sont révoltés contre Louis XIII. Et le 9 juillet 1628, l'Anglais David Kirk détruit la ferme du Cap Tourmente. Le lendemain, il demande à Champlain de lui céder Québec, mais Champlain refuse. Alors malheureusement, la flotte de ravitaillement des 100 associés est capturée par les Anglais le 18 juillet et Québec se retrouve privé de vivres. Alors Champlain doit rationner la nourriture pour passer l'hiver 1628-1629 et à cette occasion, des tensions apparaissent avec Guillaume Couillard, le gendre de Marie Rollet qui exploite l'enclos Hébert. Alors il a de très bonnes récoltes, mais il est plutôt préoccupé par le sort de sa famille et il ne donne qu'avec beaucoup de parcimonie de la nourriture au reste de la colonie. Donc, il y a des tensions entre Guillaume Couillard et Champlain. Alors, Québec est réduit donc, pendant l'hiver 1628-1629 à une quasi-famine. Et donc, lorsque les Anglais se présentent de nouveau le 19 juillet 1629, Québec n'est pas en mesure de résister. Champlain préfère capituler et il cède à Thomas et Lévis Kirk l'habitation et le fort de Québec. Alors avec Gravé, les Récollets, les Jésuites et de nombreux colons, Champlain est emmené prisonnier en Angleterre et ne reste à Québec qu'une petite quinzaine de Français. Alors il n'y a parmi eux qu'une seule famille, celle des Hébert-Couillard, qui compte Marie Rollet, son nouveau mari Guillaume Hubou, son fils Guillaume, sa fille Guillemette, son gendre Guillaume Couillard, et les 4 jeunes enfants de Guillemette Hébert et de Guillaume Couillard, qui se prénomment Louise, Marguerite, Louis et Élisabeth. Alors tous vivent dans la maison située sur le site de l'actuelle cour des Petits du séminaire de Québec, et à eux s'ajoute le chirurgien Adrien Duchesne, l'ancien commis de la compagnie de Quesne, le Baillif, le charron Pierre Ray, le charpentier Lecoq et un nommé Froidemouche. Alors, c'est les relations entre les Français et les relations entre les Français eux-mêmes et les relations entre les Français et les Anglais sont bonnes pendant toute la durée de l'occupation anglaise. Ainsi, le 9 février 1631, Élisabeth, fille de Guillaume Couillard et de Guillemette Hébert, est baptisée par un pasteur anglais et les parrains sont rien que moins que Lewis Kirk et le chirurgien Adrien Duchesne. Alors, le baillif et Pierre Ray se montrent beaucoup plus zélés envers l'occupant, il sera carrément à eux, et l'ancien commis de la compagnie de Quesne suivra même les Anglais lorsqu'ils quitteront Québec. Alors, cet ancien commis donc donnera à la famille, au moment de son départ avec les Anglais, il donnera à la famille Couillard-Hébert un petit malgache qu'il avait acheté 50 écus à un Kirk et baptisé le 14 mai 1633. Cet esclave sera appelé Olivier le Jeune.
et il restera au service de Guillaume Couillard jusqu'à sa mort en 1634. Alors, jusqu'en 1654. Pardon. Alors, les relations entre les Anglais sont plus tendues. Hein. Les Anglais ils doivent d'abord affronter l'hiver 1629-1630 sans ravitaillement suffisant. Et sur les 90 hommes que compte la garnison anglaise, 14 meurent. Et après l'arrivée de renforts, le nombre des soldats est passé à 200 et leur ravitaillement en vivres, outils et marchandises de traite s'est nettement amélioré. Hein. Mais le rationnement reste de mise. Cela engendre des tentatives de mutinerie que Lewis Kirk réprime durement. Et le principal agitateur est d'ailleurs le pasteur, qui n'est pas calviniste comme la plupart des Anglais, mais luthérien. Et Lewis Kirk finit par emprisonner ce pasteur dans la maison des Jésuites. Et ce pasteur, il restera emprisonné jusqu'à la restitution de Québec à la France à la suite du traité de Saint-Germain-en-Laye, signé le 29 mars 1632. Alors, le 23 mai 1633, Champlain est de retour, suivi par de nombreux colons qui feront monter la population à environ 180 personnes durant l'hiver 1633-1634. Alors, Champlain est à ce moment-là lieutenant du cardinal de Richelieu dans toute l'étendue du fleuve Saint-Laurent. Il a autorité sur le commis de la Compagnie des 100 associés et se réjouit de savoir que le roi et les associés veulent désormais solidement établir la colonie à Québec. Alors, il fait tout de suite restaurer le fort Saint-Louis, l'habitation qui a été incendiée par les Anglais et les logis des particuliers. Puis, durant l'automne 1633, Champlain lance la construction de la chapelle Notre-Dame de Recouvrance pour remercier Dieu d'avoir permis la restitution de Québec à la France. Alors, ce nouveau lieu de culte, la chapelle Notre-Dame de Recouvrance, est dressé dans la ville haute, à proximité du fort Saint-Louis, à l'emplacement de ce qui sera plus tard la réserve d'Aillebout, donc entre la rue Buade et la rue Sainte-Anne. Alors, Champlain se préoccupe aussi de la lutte contre les Iroquois, qui représentent une menace de plus en plus importante pour la colonie. Et Champlain envoie, durant l'été 1634, le sieur de la Violette, avec quelques soldats et des artisans, chez les Algonquins, à Trois-Rivières, pour y fonder un fort qui sera aussi un comptoir de traite. Mais bon, la santé de Champlain se dégrade, il fait plusieurs accidents cérébraux qui le laissent en partie paralysé. Alors, le 17 novembre 1635, Champlain signe péniblement, vous pouvez le voir ici, c'est un document qui est quand même assez émouvant. Champlain signe péniblement le 17 novembre 1635 son testament et le 25 décembre suivant, donc 25 décembre 1635, Champlain meurt dans le fort Saint-Louis à Québec, sans doute avec la satisfaction de savoir que sa colonie est en train de prendre un nouvel envol. En tout cas, le jésuite Paul Lejeune, qui est arrivé en 1632, lui en est convaincu. Et dans la relation de 1636, il écrira, je cite, « Ceux qui n'ont point vu le pays dans sa pauvreté n'admirent pas peut-être ses commencements encore assez petits. Pour moi, je confesse ingénument que Québec me semble un autre pays. » Merci.